Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Terrorisé, le serviteur lui répond qu'il s'agit de la reine, morte il y a peu, et qu'on est en train de l'inhumer. Et cette réponse est un terrible coup de massue sur la tête d'Héraclès. Il est rempli de honte, il se reproche son comportement, ses beuveries, ses ripailles, alors que son ami Admète pleure sur le corps de sa chère épouse. Et il cherche sur le champ un moyen de se racheter, et il ne voit qu'un moyen, ramener Alceste dans le monde des vivants. Rien que ça. Il se précipite dehors, ravi à la perspective d'un combat qu'il pressent épique et sanglant. Et il se jette sur la mort, venu chercher sa victime pour l'emmener dans le royaume d'Hadès, le dieu des morts. Comme il l'espérait, le combat est violent, la mort ne lâche pas prise, mais Héraclès non plus, il se bat comme un lion et incroyable mais vrai, il finit par terrasser l'envoyé d'Hadès. Épuisée, sanguinolente, elle accepte de rendre Alceste à Héraclès. Héraclès la ramène aussitôt auprès d'Admète qui, en voyant son épouse bien vivante, peine à en croire ses yeux. Héraclès, très content de lui, raconte le combat qu'il vient d'essuyer contre la mort. Vous avez une autre version aussi qui circule où Héraclès va affronter la mort, je vous passe les détails. Il la ligote avec des chaînes de diamants jusqu'à ce qu'elle accepte de rendre Alceste au monde des vivants. C'est le thème de la tragédie d'Euripide, Alceste bien sûr. Mais notre Héraclès n'oublie pas sa mission. Le lendemain, il poursuit son voyage vers la Thrace, au nord de la Grèce, en pays barbare. Avec quelques hommes de bonne volonté, il se débarrasse des gardiens, parvient à s'emparer des juments, mais non sans mal parce que ces horribles bêtes crachent du feu et des flammes comme un dragon. Diomède les nourrit chaque jour, vous vous souvenez, avec de la chair humaine d'étrangers qui ont le malheur de pénétrer dans son royaume. Cette coutume assez terrible est désormais terminée. Héraclès emporte les juments, s'apprête à les faire monter sur un navire, quand Diomède apparaît à la tête d'une immense armée et décide de reprendre son bien. Pas du tout décontenancé, Héraclès s'empare de Diomède, le jette en pâture à ses propres juments, qui aussitôt perdent le goût de la chair humaine. Les soldats, voyant leur tyran mort, battent aussitôt en retraite et s'empressent d'annoncer à tous les habitants la fin du règne du terrible Diomède. Quant à Héraclès, il peut enfin amener les juments devenues inoffensives à Eurysthée. Il les montre au roi, puis les relâche. Elles se réfugient sur le mont Olympe, mais désormais sans défense, elles servent à leur tour de repas aux bêtes sauvages qui habitent la montagne. On a presque fini. La fille d'Eurysthée, là c'est le 9e, appelée elle aussi Admète, c'est pas simple, exige de son père qu'il lui offre la ceinture de la reine des Amazones, Hippolyte. Tout naturellement, Eurysthée demande à Héraclès de se rendre au pays de ses redoutables guerrières, c'est-à-dire sur les bords du pont Euxin, près des rives de la mer Noire, en Cappadoce, région actuelle de la Turquie. La tâche s'annonce quand même pas facile parce que tous les Grecs craignent de se retrouver face à face avec ces créatures farouches et indépendantes qui sont les filles du dieu de la guerre Arès. Vêtues de peau de bête, agrafées sur l'épaule gauche, retombant jusqu'aux genoux, laissant toute la partie droite de leur corps à découvert, elles vivent de pillage et de chasse. Elles ne sortent jamais sans leurs armes, un arc, un carquois, des flèches, un glaive et une javeline qui leur servent aussi bien à la chasse que dans le combat. Elles se protègent à l'aide d'un bouclier en forme de croissant de lune d'un pied et demi de diamètre. Et quand elles se lancent dans la bataille, la reine porte un corselet d'écailles en fer attaché à une ceinture d'or offerte par Arès à sa fille Hippolyte, celle qu'Héraclès doit donc récupérer. Toutes les Amazones portent un casque orné de plumes, plus ou moins brillants selon leur rang. Elles combattent à la fois à pied et à cheval, et tous les peuples de l'Antiquité admirent leur courage et leur bravoure. Héraclès sait donc à quoi s'attendre. Vous aurez reconnu, bien sûr, une partie de l'accoutrement de Wonder Woman dans les Avengers. Le héros s'embarque avec d'anciens compagnons de l'Argot, comme Pélée, le père d'Achille. La traversée n'est pas vraiment une partie de plaisir, comme à chaque fois. En chemin sur l'île de Paros, ils sont attaqués par Androgée, le fils de Minos. 2 des compagnons d'Héraclès meurent. Ils arrivent enfin en Asie mineure, mais ils ont à peine débarqué que le roi de Bithynie fait appel à eux pour repousser ses ennemis. Après l'écrasante victoire, Héraclès peut enfin se rendre au palais d'Hippolyte. Il se présente devant la reine qui, contrairement à ce qu'il redoutait, l'accueille chaleureusement. Après l'avoir écouté, elle accepte de lui céder la ceinture. Tout ça
est un peu trop facile. Héra ne peut laisser Héraclès s'en tirer aussi facilement. Vous vous en doutez, elle prend l'apparence d'une Amazone et répand partout la rumeur qu'Héraclès en réalité est venu pour enlever la reine. Alors aussitôt, les guerrières saisissent leur armement et avec une fureur terrifiante se ruent au palais. Sauf qu'Héraclès est déjà lui retourné au bateau, alors elle se précipite sur le port, l'assaille de toutes parts, croyant à une trahison de la reine, Héraclès la tue carrément avant de massacrer toutes les Amazones. Alors vous avez une autre version qui prétend qu'en réalité il ne la tue pas mais la donne en mariage à Thésée et qu'elle lui donne un fils qui se rappellera aussi Hippolyte. Après avoir débarrassé le pays de ses guerrières redoutables, Héraclès pense pouvoir enfin s'embarquer pour Tirynthe. Partout où il passe, il y a des morts, hein, c'est assez important. Mais voilà qu'arrive Laomédon, le roi de Troie, qui a entendu parler des nombreux exploits accomplis par le héros. Il le charge de le débarrasser d'un terrible dragon en échange de chevaux magnifiques. Ça n'arrête pas. Hein. Alors Héraclès affronte le monstre, mais alors qu'il lui donne de violents coups de massue, le monstre l'avale. Qu'à ça ne tienne, il continue à lui asséner des coups dans son ventre comme si de rien n'était, et c'est de l'intérieur qu'il parvient à mettre à mort ce monstre. Il en ressort tout content et réclame son dû à Laomédon, mais décidément, c'est une habitude, le roi refuse de lui donner la récompense promise. Héraclès est furieux, mais il est vraiment temps qu'il rentre à Tirynthe avec la précieuse ceinture. Sauf que Laomédon ne perd rien pour attendre, lui non plus. Pour l'heure, il rentre triomphant en Argolide, apporte la ceinture à Eurysthée, et aussitôt le roi la dépose dans le temple d'Héra. Allez, voilà le 10e. Ça fait déjà un moment qu'Eurysthée a un rêve, dérober les magnifiques bœufs rouges du géant Gérion, qui règne sur une petite île au large de l'Espagne qui s'appelle Érithie, l'île rouge, tout simplement. Gérion, dont le nom signifie le chanteur ou le parleur, habite aux confins du monde puisque le nom de son île Érithie veut dire la rougeoyante, c'est-à-dire qu'elle se situe là où le soleil se couche, à l'extrême occident. Et comme là-bas tout est rouge, les bœufs de Gérion sont naturellement de couleur pourpre. Voilà. Bien entendu, il charge son esclave préféré de les lui ramener. Voilà donc Héraclès qui s'embarque pour l'Ibérie. Il traverse la mer Méditerranée, accoste en Libye, puis à pied se dirige vers l'ouest à travers l'Afrique du Nord. Au passage du détroit de Gibraltar, il élève les fameuses colonnes d'Hercule, les montagnes situées de part et d'autre du détroit qui ouvrent la Méditerranée sur l'océan Atlantique. De ce fait, Héraclès délimite un chenal, il ouvre un passage en coupant la montagne en deux comme une poire. Certains textes affirment que ces colonnes d'Hercule marquent le bout du monde. Des mythologues modernes assimilent ce voyage d'Héraclès aux limites du monde, à un voyage vers l'au-delà. Et il se retrouve les pieds dans l'eau. Comment parvenir jusqu'à l'île d'Érithie ? Il demande secours au soleil, qui, généreusement, c'est pratique, lui prête une immense coupe en or qui lui sert de barque pour naviguer sur la voûte céleste durant la journée. Drôle d'embarcation quand même. Notons qu'en grec, on utilise le même mot pour dire coupe et barque quand même. Hein. Héraclès arrive rapidement sur Érithie, il tombe sur les bergers, un dragon à 7 têtes et leur chien à 2 têtes, qui garde le troupeau de bœufs, il a aucun mal bien sûr à les vaincre, je passe rapidement. Il faut maintenant affronter Gérion, là c'est quand même une autre histoire, c'est un géant qui possède 3 corps soudés entre eux au niveau du bassin. C'est l'homme le plus fort de la région quand même, hein. Mais avant l'arrivée d'Héraclès, qui est un spécialiste quand même de la lutte au corps à corps, il faut peu de temps finalement pour se débarrasser de Gérion. Il n'a maintenant plus qu'à s'emparer du troupeau et à rentrer en Grèce. Mais problème, il n'a plus de navire, le soleil a récupéré sa barque. Et donc le retour se fait par voie terrestre, ça va prendre un peu plus de temps. Héraclès remonte jusqu'aux Pyrénées, traverse la Gaule, rejoint les Alpes, entraîne les bœufs dans les terres italiennes. Ce voyage évidemment est semé d'embûches, le héros connaît encore bien d'autres aventures. Dans le sud de la Gaule, il est attaqué par les Ligures, il les bombarde de flèches, mais il se retrouve bientôt à court de munitions, donc il implore l'aide de Zeus, son père, qui fait pleuvoir sur les adversaires des rochers d'une taille inouïe. La Provence se retrouve alors couverte de rochers. Quelque temps après, alors qu'il traverse l'Italie, des brigands tentent de s'emparer du troupeau, mais il les tue évidemment les uns après les autres. Il arrive dans le sud de la péninsule, mais voilà qu'un bœuf ne trouve rien de mieux à faire que de prendre la poudre d'escampette, et alors il traverse le détroit de Messine qui sépare l'Italie de la Sicile à toutes jambes. Ni une ni deux, Héraclès se lance à sa poursuite. Quand il met les pieds en Sicile,
il a une mauvaise surprise. Le bœuf fugitif a été capturé par le roi de l'île, Eris, qui est quand même fils d'Aphrodite et de Butor, tout un programme. Fier de sa force prodigieuse, il excelle au pugilat, et donc tous ceux qui s'aventurent sur son territoire doivent l'affronter au corps à corps. S'il gagne, et c'est toujours le cas bien sûr, il peut tuer le perdant. Il n'a pas du tout l'intention de rendre la bête à son propriétaire. Il défie Héraclès en combat singulier. Il lui dit que s'il gagne, mais il en doute, il pourra reprendre son bœuf et en plus il gagnera le royaume de Sicile. De son côté, Héraclès lui promet que s'il perd, Eryx pourra prendre tout le troupeau. Formidable, Eryx accepte, mais en fait il ne sait pas du tout à qui il a affaire. S'il le savait, peut-être qu'il ne l'aurait pas fait. Contre Héraclès, vous vous doutez qu'il ne fait pas le poids, il est vaincu par le héros qui lui offre des funérailles royales et l'enterre dans le temple de l'île dédié à Aphrodite. En retraversant le détroit, il doit affronter les terribles Charybes des Scylla, comme le fera plus tard Ulysse, vous le savez. Son périple de retour le conduit en Thrace, mais quand il se repose, une étrange femme à corps de serpent lui dérobe les bêtes. Elle ne consent qu'à les lui rendre, mais à une seule condition, qu'il lui fasse des enfants. Elle donne ainsi naissance au vaillant peuple des Scythes, des guerriers nomades qui parcourent les steppes d'Asie centrale de long en large et que vous retrouverez dans les émissions sur l'histoire de l'Ukraine. Ceci fait, Héraclès peut enfin rentrer à Tirynthe, où il remet les bœufs à Eurysthée. Ce dernier les offre sur le champ en sacrifice, toujours à la même Héra.